Le livre de Pierre Zaouy. Alors Pierre Zaouy, on ne peut pas en dire trop grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses sur Internet, sauf qu'il est né en 1968, qu'il est passé par l'ENS, qu'il a fait une thèse sur espace et expérience, et qu'il enseigne actuellement à Paris, à Diderot, à l'université Diderot. Il a publié pas mal d'articles et quelques livres assez intéressants et en prise avec le monde contemporain. Alors je vous cite quelques titres. Le libéralisme est-il une sauvagerie en 2007. Il a publié La traversée des catastrophes, alors qu'on trouve sur la table d'information des livres qui a préparé la bibliothèque. Il a aussi fait un livre sur la discrétion. Et puis le dernier en date, donc publié cette année, c'est La beauté de l'éphémère. Et La beauté de l'éphémère, c'est un livre qui est sous-titré L'apologie des bulles de savants. Et évidemment, le sous-titre précise bien le contenu du livre. Alors, comment un objet aussi inattendu, aussi dérisoire, aussi insignifiant, peut-il devenir un objet de spéculation philosophique? Eh bien, en gros, pour trois raisons. La première, parce qu'il interpelle le monde de l'enfance, et le monde de l'enfance, ce n'est pas rien. Parce qu'il engage une métaphore de l'existence humaine qu'on retrouve partout dans la peinture et dans d'autres œuvres d'art. Et parce qu'il symbolise toutes les ambivalences et les contradictions de l'homme. C'est ainsi que les bulles deviennent l'enjeu de ce qu'il appelle une triste et un gai savoir sur l'homme. Alors ce triste et ce gai savoir sur l'homme, c'est tantôt la vanité, la pauvreté, la fragilité de l'existence, tantôt la simplicité du désir, l'émerveillement de la vie. D'un côté, une offrande minuscule qui relève la magie, l'enthousiasme de la vie, les traces de l'enfance, et de l'autre, la naturalité de la mort, la mélancolie de l'éphémère, l'enfance qui n'a qu'un temps. Alors avec ce livre, on approche avec précaution quelques fragments de l'enfance pour essayer de voir ce que l'adulte ne voit plus et pour essayer de comprendre ce que vit l'enfant. Alors la composition du livre est assez simple, elle comprend 5 chapitres avec une introduction qui est assez copieuse. L'introduction, dans l'introduction, il fait apparaître la bulle comme un signe de la pauvreté et de l'économie de moyens. Le chapitre 1 traite de la bulle comme genre de la vanité. Donc vous avez toutes les œuvres de peinture qui représentent ce genre. Dans le chapitre 2, il montre que la bulle est aussi un désir. Dans le chapitre 3 et 4, il évoque ce que la bulle apporte à l'enfant en termes d'expérience et d'approche de la mort. Et le 5e chapitre conclut sur la vérité de l'enfance, qui est à la fois jeu et vérité du monde. Alors le style, eh bien le style va de pair avec le sujet qui est léger. C'est un style léger, sans jargon, sans notes de bas de page, et donc un livre facile à lire, suggestif et profond. C'est ce que je vais essayer de montrer ce soir. Alors venons-en à l'introduction. Dans l'introduction, il explique que... Oui, je suis un petit peu embêté avec le micro. Il explique que les bulles font signe vers l'économie de moyens et, pour ne pas dire, de la pauvreté. Alors la pauvreté n'est plus dans l'air du temps, on essaye de l'éradiquer autant qu'on peut, mais il fut une époque où elle était valorisée. Alors il faut penser que la pauvreté, la saine frugalité faisait figure de la vraie vie, de la justice, de l'hospitalité. Il y avait autrefois un idéal de pauvreté et de dénuement qui était déjà présent dans le christianisme, mais aussi déjà dans l'Antiquité avec les épicuriens, les stoïciens, les cyniques, et il traverse toute l'histoire de la pensée, de la modernité, avec Rousseau notamment, et jusqu'à aujourd'hui avec les mouvements de décroissance. Une citation de Rousseau, « Mieux vaut la pauvreté dans un asile loin du monde que luxe et dépendance ». Alors cette pauvreté affecte aussi l'art contemporain qui revendique un minimalisme de moyens.
Par exemple, Marcel Duchamp avec sa ready-made fontaine, Andy Warhol avec ses boîtes de conserve à soupe et ses boîtes de Coca-Cola, ou Dubuffet qui est concepteur de l'art brut. Alors tous ces apports de la pauvreté vont de pair avec la critique de la société de consommation, mais la pauvreté, c'est pas le malheur, c'est l'art de vivre avec peu, en se débarrassant du superflu. Et c'est ce qui se passe avec la bulle de savon. Cet idéal de pauvreté s'épanouit par la grâce d'un groupe d'enfants qui jouent à faire des bulles, même dans les beaux quartiers. C'est un jeu sans score, sans résultat durable, minimaliste par sa simplicité technique, un jeu libre, sans règles, sans compétition, ou très peu, faire la bulle la plus grosse ou la plus longue. Alors les bulles, c'est presque un infrajeu qui comporte une faible dimension sociale, on peut le jouer seul, et qui comporte une faible dimension spirituelle. C'est un jeu un peu simplé, qui donne peu à penser, parce que c'est un jeu sans langage, sans stratégie et sans but. Alors pourquoi s'y intéresser? Justement parce qu'il y a un triste et gai savoir des bulles, puisque les bulles ont été investies par un certain nombre d'artistes, des poètes, des peintres, des théologiens, des moralistes, des philosophes, des physiciens aussi, des musiciens, des photographes, des cinéastes. L'intérêt des bulles, c'est qu'ils offrent une puissante symbolisation des contradictions de la vie humaine. Alors on peut citer en premier lieu l'auteur latin Varron, qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, et pour qui l'homme est une bulle. L'homme, c'est l'homo bulla. Et de nombreux auteurs, de Érasme, 16e siècle à Sloterdijk contemporain, s'inscrivent dans cette filiation de l'homo bulla. Même chose pour la peinture, de Chardin à Monet, jusqu'aux photos de Diane Arbus. C'est cette histoire contestée qu'il faut interroger. Alors un premier chapitre est consacré à ce qui constitue dans la représentation de la bulle, la vanité. C'est un motif classique, dominant, c'est le principe des memento mori. C'est un cliché iconographique qui figure en bonne place à côté des crânes, des ossements, des sabliers et des chandelles en voie d'extinction. Voilà, donc dans ce tableau, on a au moins 2 ou 3 choses rassemblées, la bulle, le sablier, les ossements, etc. Donc à la source de cette représentation, on a bien sûr la pensée chrétienne, ou judéo-chrétienne plutôt, puisqu'on a déjà des textes dans l'Ancien Testament avec Job, et puis dans l'Ecclésiaste qui s'écrit Vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanité des vanités, tout est vanité. C'est une métaphore de nature ontologique, c'est-à-dire qu'elle vise l'être. Elle renvoie au caractère éphémère de la créature par opposition à l'éternité du Créateur. Mais par la suite, cette signification va évoluer et elle va devenir métaphysique. Elle signale alors la déploration tragique de la condition humaine, l'illusion de la grandeur de l'homme par opposition à l'égalité devant la mort ou l'absence de sens. Comme la bulle, on est vide, on est un vide qui se donne pour un plein. Érasme, donc l'auteur de la Renaissance, dit ainsi: tout homme, quel qu'il soit, n'est ni plus ni moins qu'une bulle. Et on trouve ça dans l'adage numéro 2248. Et puis, il va se produire un troisième sens, un glissement, qui va aller du tragique au moral. La bulle fait signe vers la discrimination de l'action. Pour Platon, par exemple, la bulle de savon, c'est un jeu pas sérieux parce qu'il n'éduque pas. Et Platon écrit dans les lois: il faut s'appliquer sérieusement à ce qui est sérieux et non à ce qui ne l'est pas. Donc il faut faire des choix responsables, sous-entendu des choix minimalistes. Et ce sera la leçon que retiendront les stoïciens, les épicuriens et même les sceptiques. Faute de critères de vérité, il faut suspendre le jugement et modérer ses émotions.
Alors, cette représentation, elle figure donc dans le tableau de Chardin. Je ne sais pas si on peut l'avoir plus grand. Oui, ça suffira. Puisqu'on voit l'enfant avec la bulle et qui est devant la fenêtre, et puis l'adulte derrière qui le regarde et qui le juge. Alors cette approche moraliste va flamber pratiquement au XVIIe siècle. Elle va se radicaliser pour tourner à l'obsession du m'as-tu vu, et qui dénonce l'orgueil, l'amour-propre, le ridicule d'une surestimation de soi. Mais pendant ce temps-là, il se peut que la bulle dise autre chose, et c'est ce que représente le baroque. Le baroque qui consacre un retour en grâce de l'innocence enfantine faisant des bulles. Et l'auteur dit « la vanité est prise à revers ». Il s'agit alors d'accepter la fragilité commune, de se réjouir de la beauté de l'éphémère. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Ça va être plus facile comme ça. Merci. Donc cette représentation baroque va accepter tous les aspects que nous reconnaissons dans la bulle, à savoir sa légèreté, son aspect naissant, les choses passantes. La bulle n'est plus une réalité cachée, mais un vide qui est une réalité vivante, fugace, qu'il faut capter du coup, qu'il faut peindre, photographier, etc. C'est donc à partir de là un signal pour abandonner les fausses pistes de l'interprétation de la bulle et rechercher une sagesse des bulles qui est portée par l'enfance. L'enfance devient le plus sage des philosophes. Quant à comprendre comment s'est opérée cette transvaluation de la bulle, comment on passe de l'émerveillement à la condamnation des futilités terrestres, pourquoi cet attachement à l'être, au solide, à la durée, au substantiel, eh bien Pierre Zaouï à ce moment-là devient sceptique et il répond « je ne sais pas ». Alors je voudrais vous citer une phrase qui est dans le texte. « Comment la mort légère a-t-elle cessé d'être promesse de renaissance et de nouveau pour devenir fin et abîme ? Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les bulles, c'est quand même autre chose, et en premier lieu, c'est la figure du désir. Le désir innocent, beau, précaire, sans trace, sans postérité. Et c'est ce qui est abordé dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre s'intitule « Impermanence et uchronie ». Car comme la bulle, le désir n'a ni permanence, ni temps. Et c'est la leçon de Rembrandt. Donc je passe le texte de Rembrandt, le tableau de Rembrandt. C'est la leçon de Rembrandt, Cupidon à la bulle de savon. D'abord c'est Cupidon, et ensuite il joue aux bulles. Et ce qu'il montre à ce moment-là, c'est le désir lié à la bulle, comme fragile, jubilatoire, vide d'appui, vide de raison et même vide d'objet. Aucun désir, dit-il, n'a besoin de savoir pourquoi il désire pour désirer, sinon désir qui s'éteint. La bulle est le désir lui-même, sous forme liquide et aérienne. Et tout cela rejoint un petit peu l'éthique de Spinoza, pour qui le désir c'est le conatus et c'est l'essence de l'homme. Dans le tableau de Rembrandt, donc ce tableau qu'on voit, la bulle réoriente la joie auto-érotique de l'enfant. L'enfant de Vénus prend son temps, il apparaît en toute candeur, expiègle, sans ironie, sans méchanceté, dans une tendre nonchalance. Alors pour expliciter cette figure du désir à travers la bulle, eh bien, Zaouï lui donne 5 noms. Le premier, c'est que le désir a la forme d'une sphère. Une figure parfaite, autonome, autosuffisance, un petit peu comme la voit Platon dans le banquet, ou, plus près de nous, Sloterdijk, qui écrit « Tout désir est désir de bulle et de vivre dans une bulle ». Cette image, on la retrouve dans les lieux symboliques du désir, l'alcôve, la grotte, la caverne, la coquille, le cocon, etc. Deuxième référence à la bulle, c'est que la bulle est saisie d'une naissance.
le moment émergent, chaque bulle rejoue la naissance de Vénus sortie des eaux. Désirer, c'est naître et rien de plus. Troisième mot du désir, c'est le rêve d'une chose. L'espoir que quelque chose d'autre va venir, quelque chose de visible, de partageable, quelque chose de déterminé et d'indéterminé, quelque chose aussi de déceptif. La bulle laisse entrevoir une merveille qui soudain disparaît. La vie, c'est le renouvellement insatiable du désir. Une citation de Rousseau à ce propos. « Malheur, dit Rousseau, à qui n'a plus rien à désirer. » Quatrième terme du désir, c'est la cristallisation. Alors la cristallisation, c'est un terme inventé par Stendhal, c'est l'apparition subite de la beauté au point qu'elle éclipse toute réalité environnante. On ne voit qu'elle. Et puis vient le temps du doute, la disparition mêlée à la jubilation d'une bulle qui dure, et c'est ce qui fait que le désir est impermanent et uchronique. Enfin, cinquième mot du désir, c'est la pauvreté émerveillée et émerveillante. Émerveillement qui jaillit d'un rapport entre une cause indigente, un peu d'air dans un film de savon, et un effet magique quand la bulle apparaît dans l'espace du ciel. Beauté multiple, mobile, qui émerge de la pauvreté matérielle, beauté éphémère, mais porteuse d'un instant de perfection. Donc voilà, pour ce qui est du plaisir, la bulle apporte un élément de désir. Mais ce n'est pas suffisant, Pierre Zahoui va un peu plus loin. Il y a le principe de plaisir, mais il y a aussi le principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est qu'à travers les bulles, l'enfant apprend des choses. Et en effet, les bulles, c'est l'occasion d'expériences spontanées fondamentales en termes de cosmologie, de physique des molécules ou de relations sociales. Avec les bulles, l'enfant devient créateur et destructeur de mondes innombrables. Chaque bulle est un monde, et avec des grosses, des petites, certaines qui s'élèvent haut, d'autres qui n'aboutissent pas. L'enfant découvre la pluralité des mondes et il invente une cosmologie portative à sa hauteur. Il découvre le ciel perdu au milieu des basses terres. Il découvre le choc du parfait et de l'imparfait, l'incongru surgit de nulle part, l'effet non ajusté et non ajustable. Deuxième type d'expérience, c'est l'expérience du vide et du plein. Expérience qui fait de l'enfant qu'il est tout proche des représentations de l'Antiquité. L'auteur dit ainsi « Les souffleurs de bulles de savon sont des démocritéens et des épicuriens en herbe. Ils appréhendent l'ordre du monde, à savoir que le monde n'est pas le chaos, qu'il y a un ordre momentané qui comprend de l'indéterminé et du hasard. L'air de rien, ils découvrent aussi l'entropie, la tendance au désordre, la déperdition de l'énergie, la temporalité du monde et l'irréversibilité. Enfin, l'enfant, à travers les bulles, fait un troisième type d'expérience qui est plus sociale, c'est qu'il peut offrir sans recevoir et sans dette. Le spectacle des bulles est un pur don, car il échappe à la prise symbolique du donateur. C'est un don sans objet, il ne donne rien. C'est un don sans destinataire, les bulles sont à tout le monde. Et puis c'est un don sans trace, il disparaît plus vite que n'importe quoi. Et ce pur don permet à l'enfant de trouver sa place dans le monde et dans la communauté des enfants, car les bulles s'inscrivent dans un rituel de jeu, alors de jeu qu'on appelle agonistique, c'est la compétition, faire la bulle la plus grosse, la plus longue, la plus voyageuse, ou alors des jeux collaboratifs comme courir derrière les bulles. Bref, ce pur don a une dimension sociale, mais pas de prétention éthique ni politique, car il ne s'autorise que de lui-même. À ces deux principes que l'on vient d'évoquer, principe de plaisir, principe de réalité, ça en ajoute un troisième, c'est la découverte de l'imaginaire de la mort. Inséparable, la mort inséparable de la vie. Alors, ce que Pierre Zahoui appelle dans le chapitre 4, la mort des pauvres. Alors l'auteur revient sur le thème de la mort qu'il avait déjà abordé,
Mais ce n'est plus en lien avec les memento mori, mais au contraire en lien avec la pulsion de vie. Il s'agit de démortaliser la bulle, de chasser la mort du tableau, de l'intérioriser dans le mouvement même de la vie. Pour l'enfant, la bulle est éphémère par nature, elle relève d'une double identification indissociable, sa part lumineuse quand elle apparaît et sa part sombre quand elle meurt. Petite citation, la bulle exprime la vie jusqu'au bout, et seulement la vie, puis la mort qui tombe d'un coup, comme un coup près, sans reste. La bulle éclate, tout a disparu à jamais, et tout est dit. Cette mort naturelle, consubstantielle à la vie, peut se comparer à la mort des pauvres, et Pierre Zaoui en donne trois indications qui puisent dans la littérature le plus souvent. Alors la mort, c'est à la fois la mort consolation, c'est le premier thème. Cette mort qui se dégage des poèmes de Baudelaire tirés des Fleurs du Mal, que sont la mort des amants, la mort des pauvres, la mort des artistes. Cette mort est consolatrice parce qu'elle soulage du fardeau de la vie quand la vie est une expérience de chagrin irrémédiable. Il y a une deuxième représentation de cette mort, c'est la mort anonyme, la mort des gens, la mort de la rue, la mort des sans-abri qui disparaissent brutalement sans que personne n'en sache rien. C'est celle de la vie nue dont parlent Walter Benjamin et Abengen. Juste une petite citation. La fin de vie élémentaire, sans valeur, indigne d'être vécue, exposée sans défense à une violence sans frein, pouvant être tuée sans trace et sans compte à rendre. Enfin, il y a un troisième sens, c'est la mort naturelle et légère, celle qui est évoquée dans Blanchot, dans Le Dernier Homme. La mort, dit-il, c'est être léger. Elle impose un esprit de légèreté, dépouillé de ses investissements imaginaires et symboliques. Et c'est exactement ce qui correspond à la bulle chez l'enfant. La bulle, l'enfant qui fait des bulles est invulnérable, insouciant, frivole, léger. Il voit monter sa bulle qui s'élève lentement et brutalement, une mort impersonnelle et transparente. Pour le dire plus vite, la bulle qui éclate fait partie de la joie qui la fait naître. Et c'est cela le bonheur des bulles. Ce bonheur est à la base d'une philosophie de l'enfance, et c'est ce qui s'esquisse dans le dernier chapitre du livre. Le dernier chapitre s'intitule Fragment d'enfance. C'est un chapitre conclusif qui est plus long, qui est plus riche, qui est très intéressant aussi. On dira qu'il y a de bonnes et de mauvaises raisons de s'intéresser aux bulles de l'enfance. Les mauvaises, on les connaît un petit peu. Ce sont les portiques métaphysiques et moraux de la précarité humaine, ou à l'inverse, comme le propose Roger Caillois ou Sloterdijk, faire des bulles un modèle utopique de société, revenir au principe de l'enfance, du genre « faites des bulles, pas la guerre ». Donc, ce ne sont pas les bonnes raisons de s'occuper des bulles. Les bonnes raisons, c'est l'intérêt des bulles pour elles-mêmes, car elles sont l'image et la seule vérité de l'enfance. Les bulles sont une porte d'entrée à la philosophie de l'enfance. Cette philosophie de l'enfance comporte 4 éléments. Tout d'abord, les bulles sont le temps de l'enfance et sa découverte du monde. L'enfant qui fait des bulles ne perd pas son temps, il fait des expériences premières, comme on l'a vu, il acquiert des savoirs, il crée des mondes, il médite sur le hasard et la fin des choses. Et tout cela se développe dans l'insouciance et la légèreté, c'est la sagesse de l'enfant. La question est alors, comment restituer ce monde sans trace? Ce monde d'à côté, des rues, des jardins, des plaisirs innocents, ce monde qui n'est plus celui des adultes. Alors ce ne sera pas sans recourir aux souvenirs d'enfance qui sont souvent reconstruits, sélectifs, autocentrés, moi, ma bulle, sous le regard de ma mère. Ce sera plutôt en observant des bulles d'enfance, c'est-à-dire des enfants saisis dans leur milieu sauvage, sans hiérarchie, regardant le ciel et les nuages. Justement, ce qu'ont su saisir quelques grands peintres, ceux qui restituent dans le même mouvement
la fragilité et la temporalité dramatique de l'enfant et sa joie incommensurable. Ces peintres qui ont exprimé la gloire de l'enfant démiurge, l'expression de la liberté, le spectacle de la parité et la mort des bulles, sans pleurs et sans trompette. Deuxième élément de cette philosophie de l'enfance, c'est que l'enfant est une expérience primaire qui s'inscrit entre mutisme et tourbillon. Alors mutisme parce que les bulles sont sans parole et sans langage, parce que la bulle échappe aux mots, mais parce que l'enfant a peu à dire de son développement, il fait l'expérience d'une temporalité mystérieuse et ineffable. Tourbillon, eh bien parce qu'il participe du flux de l'être, tout en cherchant son identité, dans un mouvement qui lui est propre et se concentre sur soi. La troisième dimension de l'enfance, c'est l'expérience et la fécondité du vide ou presque vide. Le vide de la bulle met en évidence la vanité des bulles, c'est rien ou presque rien, le désir de créer quelque chose, l'offrande des mondes qui fait émerger, et le destin précaire de la vie. Tout ce qui naît doit mourir, et c'est sans importance. Pas besoin d'en dire davantage. Quatrième dimension de l'enfance, c'est la pauvreté. Avec les bulles se dévoile une philosophie de la pauvreté, le besoin de presque rien, une paille, de l'eau savonneuse et du souffle. Donc, une vanité, une indigence de moyens, oui. Et donc les bulles rejoignent les grandes lignes de l'enfance, une vanité minuscule, une pauvreté du désir, une pauvreté des mondes qui naissent et disparaissent aussitôt, et une pauvreté de la mort, car les bulles disparaissent sans être obsédées par leur postérité. Ces quatre éléments se déploient dans un contexte d'insouciance et de légèreté, et d'oubli du politique. Alors moi, c'est ce que je retiendrai de cet ouvrage, c'est que c'est un peu cette leçon que l'enfant ou l'enfance réside dans la sphère du jeu, à l'écart des engagements politiques. Voilà, je vous remercie beaucoup. Qui désire poser une question? Christian, tu nous as chanté à partir d'une bulle. Oui. Tu nous as fait voyager. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un livre qui fait voyager, oui. Avec légèreté. Ah, oui, oui, c'est un livre attachant, oui. Et aérien. Merci beaucoup. Le voyage était très agréable. Donc Pierre Zaoui parle de philosophie de l'enfance. Donc on voit bien en quoi quel est son objet. Et est-ce qu'il nous propose en fait aussi un modèle pour les adultes? Est-ce que, par exemple, qui pourrait être de retourner à des choses simples et puis dans les actions que l'on fait, ne pas, par exemple, surinterpréter et survaloriser ce qu'on fait en donnant plein d'objectifs, de buts, et de retrouver peut-être la simplicité du faire de la bulle de savon. Il en parle un tout petit peu, mais en passant, quand il aborde les fausses pistes. C'est-à-dire des gens comme Roger Caillois ou Soderdic. Soderdic a écrit un livre qui s'appelle La Bulle. Et c'est une revisitation de la bulle pour en faire un paradigme d'une société utopique. Comme je disais tout à l'heure, faites des bulles, pas la guerre. Donc effectivement, il y a tout un courant qui chercherait à retrouver dans le monde adulte des modèles de l'enfance, des modèles primaires basiques. Moi, la question que je me suis posée et que j'attendais qu'on pose, c'est celle qui concerne le monde d'aujourd'hui. Quand on voit les enfants très jeunes avec des smartphones, avec des exigences de produits de luxe, etc., qu'est-ce que ça devient? Et puis, alors, et à l'inverse, des enfants qu'on essaye très tôt d'engager dans l'écologie, dans des
des choses qui sont militantes, etc. Et justement, je me disais que Pierre Jaoui, quand il définit la philosophie de l'enfance, il est exactement dans ce qui devrait être. Et c'est-à-dire que je pense que nos sociétés font fausse route en négligeant le devoir de transmission qu'est l'éducation, et en essayant de faire des enfants des petits adultes. Et ça, je pense qu'on fait fausse route. C'est pour ça que je crois que ce livre est vraiment très intéressant, en ce sens, mais il faudrait peut-être le prolonger, en ce sens qu'il décrit bien une philosophie de l'enfance dont on a besoin aujourd'hui pour redresser la barre d'une société totalement libérale, où c'est l'enfant qui définit ses besoins. Ça, c'est pas possible.